Bonjour et bienvenue à un autre segment Question du jour. La question d'aujourd'hui, à quoi servent les aérochambres utilisées dans l'administration des médicaments en aérosol? Vous avez sûrement déjà vu ça dans vos cours, ça aussi. Ça se trouve à être les chambres comme ceci qu'on utilise avec le Ventolin ou autres médicaments en aérosol comme ça pour contrôler le débit à laquelle on l'inspire. Aujourd'hui, je vous fais pas attendre, la réponse, c'est pour éviter la turbulence. Pour vous illustrer dans un premier temps la turbulence, je vous présente l'effet Schlieren. C'est assez impressionnant comme effet. On est capable c'est avec des techniques optiques, on peut mesurer toutes les petites perturbations qu'il y a dans l'air. La masse volumique de l'air qui change légèrement va venir affecter ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Et on est capable, c'est simplement un miroir parabolique. Vous êtes capable de faire ça chez vous. À la limite, vous avez un bon miroir parabolique. L'image est quand même saisissante. Ici, c'est une allumette qui est craquée. Puis on voit vraiment toute la chaleur, la perturbation de l'air qui est enregistrée. On est capable de vraiment bien le visualiser. Une autre situation, c'est de l'eau. C'est un verre avec de la glace. On voit que l'air froid descend et on est capable de la visualiser. L'exemple que je voulais vous illustrer aujourd'hui, pourquoi je vous montrais l'effet Schlieren, c'est on voit ici que quand l'air chaud monte d'une chandelle, au tout début, c'est laminaire. Il n'y a rien qui brasse, l'air chaud monte facilement, mais rendu au sommet, en revanche, c'est très turbulent. On voyait que l'air brassait beaucoup. Ici, c'est une photo qui a été... j'ai arrêté la vidéo, mais on voit vraiment que l'air, si ça se mélange, ça brasse et ça fait plus du surplace. Alors, une autre situation qui illustre le concept de turbulence. Ici, c'est un colorant qu'on envoie, un eau colorée qu'on envoie dans un tuyau d'eau dont le débit descend. Donc, ça ressemble quand même bien à une inspiration. Vous voyez ce qui se passe quand le débit est turbulent. Mais on voit vraiment que l'air fait juste brasser sur place. L'air ou le médicament ou peu importe ce qui est inhalé reste pris dans le fond au début de la gorge ou dans les bronches à la limite, mais ne se rend pas dans le fond des poumons parce que l'air a trop brassé à cause de la turbulence. Pour un écoulement qui est laminaire comme ici, on voit vraiment bien que le colorant, donc ce qu'on veut inhaler par exemple, on voit que ça descend très facilement et ça va se rendre profondément dans le fond des voies aériennes. Donc, pour évaluer le degré de turbulence dans un écoulement, on fait appel au nombre de Reynolds. C'est encore là une équation de la mécanique des fluides. Ici, plusieurs variables à définir. RE, c'est le nombre de Reynolds. Il est sans dimension, donc il n'y a pas d'unité associée à ça. C'est simplement un indice. On met RE au lieu de R pour éviter la confusion avec la résistance. Rho, c'est la masse volumique. V, c'est la vitesse. D, c'est le diamètre du conduit. Et mu, la viscosité du fluide. Ici, on revient à notre règle qu'on connaissait, à savoir que vu que les variables sont différentes de part et d'autre de l'équation, il faut faire appel au système international. Donc, toutes les unités ici doivent être compatibles entre elles. Le critère pour éviter qu'un écoulement soit turbulent, c'est que le nombre de Reynolds doit être inférieur à 2000. Je tiens à vous dire ici que c'est une norme assez générale, dans le sens que c'est pas vrai que si vous avez un nombre de Reynolds à 1990, tout est parfait, et si vous avez 2010, ben c'est fini, rien ne va plus. C'est pas vrai. 2000, c'est juste un début, c'est là que la turbulence commence à apparaître, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes en fait. Mais les écoulements turbulents peuvent aller jusqu'à 10 000, 20 000 en fait. Et tandis que les écoulements laminaires, des fois, ça peut être 100 ou 200 que va être le nombre de Reynolds. Entre autres, pour vous illustrer ce que je viens de dire, voici différents écoulements. Donc, quand le nombre de Reynolds, si remarquez, j'ai fait l'erreur que j'ai dit de ne pas faire, donc mettez pas R, mais mettez RE pour le nombre de Reynolds. Les deux variables sont acceptées, c'est simplement que nous, dans le contexte du cours, on utilise et la résistance et le nombre de Reynolds, donc il faut éviter la confusion. Ici, c'est vraiment le nombre de Reynolds. Donc, le débit ici est très laminaire, le nombre de Reynolds est donc très inférieur à 2000. Quand il arrive près de 2000, on voit que ça commence à osciller un peu. Et à la fin, quand on est turbulent, quand c'est supérieur à 2000, on voit que tout se mélange, tout brasse. Un premier exemple qu'on va faire, quel est le débit inspiratoire maximal que l'on peut avoir sans turbulence si on traite un patient à l'héliox, considérant que le rayon de la trachée est de 0,7 cm. Les constantes qu'on obtient à partir des tableaux, ils vous seraient évidemment fournis dans tout examen, vous y avez accès pour toutes vos évaluations. On travaille avec le nombre de Reynolds, évidemment, mais étant donné qu'on parle de débit, il va falloir qu'on transfère la vitesse de l'équation de Reynolds pour aller faire le lien entre la vitesse et le débit.
avec la première relation qu'on avait vue en dynamique des fluides, qui est que le débit est égal à l'air fois la vitesse. Pour le développement que je vous illustre ici, sachez que je ne vous ai pas illustré les changements d'unité. J'estime qu'à ce point-ci, vous devez savoir faire vos changements d'unité. Évidemment, dans un examen où la démarche est corrigée, il faut voir les changements d'unité, il faut voir les produits croisés ou les produits unitaires que vous avez utilisés pour le faire. Mais ici, pour ne pas alourdir la démarche, je les ai volontairement omises. Donc ici, on a l'équation de Reynolds où la vitesse est le seul inconnu. Donc on l'isole, vu que tout est multiplié, divisé, bon, ben, ce qui est en division, multiplication de l'autre côté, les deux termes ici en multiplication divisé de l'autre côté, ça nous donne une vitesse de 4,85 mètres par seconde. Maintenant, à partir de la relation Q égale A fois V, où l'air, c'est l'air d'un cercle, dans le fond, de la section à travers laquelle le fluide passe, donc ici c'est la trachée, on obtient que le débit est 7,47 fois 10 à la moins 4 mètres cubes par seconde. Évidemment, des mètres cubes par seconde, ça ne nous parle pas. Un dernier petit changement d'unité pour le convertir en litres par minute et ça nous donne un débit de 45 litres par minute. Dans vos exercices, vous allez faire le même exercice, mais pour l'air. Et vous allez voir qu'avec l'air, le débit est de 20 litres par minute. Donc, les traitements à l'héliox ont cet avantage-là, à cause que la masse volumique diminue pour l'héliox. À cause qu'on mélange, au lieu de mettre de l'azote comme dans l'air, ça se trouve à être de l'hélium qui est très très léger. Vu qu'on diminue beaucoup la masse volumique, ben, on diminue la turbulence beaucoup, ce qui nous permet d'avoir des débits supplémentaires pour la respiration. Prochaine question qu'on peut se poser, pourquoi l'héliox 20 litres par minute, a priori, c'est suffisant, non? Mais en fait, ici, reprenons l'exemple de l'asthmatique dont le rayon des bronches diminue d'un facteur 2. Et je vous le dis, cette situation-là va être une question à votre examen. Merci beaucoup. Au revoir.